Ok, bonjour tout le monde. Je crois qu'on peut commencer. Donc, la dernière fois, on a vu les notions de anneau et morphisme d'anneau et tout ça. Et donc, on a terminé à la première question de l'exercice 11. Et aujourd'hui, on va continuer à traiter cet exercice. Et après, on va regarder juste quelques exercices de la feuille 7, parce qu'on n'aura pas le temps de tout finir la feuille 7. Et donc, on va sélectionner quelques exercices qui sont importants, et surtout sur un thème concret. Donc, on va voir, par exemple, qu'il y a un, il y a un, il y a un exercice dans la feuille 7 qui ressemble beaucoup à cet exercice 11, c'est-à-dire qu'en fait, parce que sur l'exercice 7, ce sont sur un type d'anneau particulier, c'est les anneaux de polynômes. Et donc, on va regarder les anneaux de la forme K crochet X ou K et encore. Et donc, en fait, on va voir que ce type d'anneau se comporte vraiment comme les anneaux des entiers. Euh, et donc, en fait, il y a beaucoup de choses intéressantes. Par exemple, il y a la division euclidienne qu'on peut définir sur ce type d'anneau qu'on va voir tout à l'heure. Et après, on va définir, par exemple, des isomorphismes entre cet anneau dans l'exercice 11 et un anneau quotient de l'anneau de polynôme. OK, en gros, on va commencer. Donc, juste pour vous rappeler cet anneau en question pour l'exercice 11, c'est Q plus Q ajouté la racine carrée de 6. En fait, précisément, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a d'abord un ensemble qui contient les éléments de cette forme A plus B fois la racine carrée de 6, où A et B sont des nombres rationnels. Et après, on peut définir deux opérations en tant qu'opérations de groupe. Et les deux opérations sont l'addition et la multiplication. Et on peut les définir d'une manière très naturelle parce que ça fait partie de l'ensemble de nombres réels, par exemple. Et donc ça, c'est contenu dans l'anneau des nombres réels. Et donc, mais sur R, qui est l'anneau des nombres réels, on a déjà ces deux opérations. Et donc, très naturellement, on peut définir une addition et une multiplication sur cet ensemble. Et on a bien vérifié que ça c'est bien défini, puisque le produit de deux éléments tombe encore dans cet ensemble. Et c'est pareil pour l'addition et la soustraction. La soustraction, en fait, on peut dire que c'est l'inverse de l'addition. OK. Et donc, on a bien vérifié que ça, c'est un sous-anneau, c'est-à-dire que juste avec ces deux opérations, on peut fournir cet ensemble avec ces deux opérations d'anneau. Et donc, ça nous donne une structure d'anneau sur cet ensemble. Et donc, ça, c'est bien un anneau. Et d'abord, on a montré la première exercice, c'est-à-dire que ça, c'est bien un anneau. Et, et après, en fait, le but de cet exercice, c'est de montrer que on peut même faire mieux, on peut montrer que ça, c'est un corps. Un corps, c'est un anneau dont tous les éléments non nuls sont inversibles. OK? Donc, pour ça, donc, il y a plusieurs étapes à faire. Donc, on veut définir un isomorphisme entre cet anneau et lui-même. Et donc, pour définir cet isomorphisme, on a d'abord besoin de quelques lemmes. Par exemple, la question 2. La question 2 sert à nous fournir un lemme. OK. Un élément quelconque de A s'écrit d'une manière unique, A plus B fois la racine carrée de 6. C'est-à-dire que l'écriture A plus B fois la racine carrée de 6 est unique. Comment montrer? En fait, ça, c'est facile, mais c'est important parce que ça c'est la partie d'arithmétique. Parce qu'on suppose que si on a, par exemple, deux écritures, A plus B à la racine carrée de 6 et A' plus B' la racine carrée de 6,
où A, B, A', B' sont dans Q, l'anneau des nombres rationnels. Et après, on va montrer que en fait, A est égal à A' et B est égal à B'. Comment on peut montrer ça? Donc ça, on note cette égalité comme étoile, par exemple. Étoile implique que A moins A' est égal à B' moins B fois la racine carrée de 6. Et après, par exemple, si B' moins B est différent de 0, on peut écrire la racine carrée de 6 comme un quotient de deux nombres rationnels. Mais ça nous donne un nombre rationnel. Et donc ça, c'est bien une contradiction. Dans la partie d'arithmétique, on a bien montré que la racine carrée de 6 est un nombre irrationnel, c'est-à-dire qu'on ne peut pas trouver deux nombres entiers ou deux nombres rationnels, tels que la racine carrée de 6 s'écrit comme un quotient de deux nombres entiers ou deux nombres rationnels. Okay. Ça, c'est irrationnel, mais ça, c'est rationnel. Okay. Donc, ça nous donne une contradiction. Donc, on a B' moins B égale à 0. Donc, c'est-à-dire que cette partie est égale à 0. Et donc, ça implique aussi que A moins A' doit être égal à 0 aussi. Donc, ça montre que si on a cette écriture pour un élément quelconque dans cet anneau A, en fait, cette écriture est unique. Donc, on a A égale à A' et B égale à B'. OK. En fait, c'est vraiment une question facile, mais pourquoi on a besoin de ça? C'est pour définir un morphisme dans la question 3. OK. Donc, parce qu'on a une écriture unique, donc on peut définir un morphisme sigma qui va de A dans A et qui a A plus B la racine carrée de 6 associe l'élément A moins B la racine carrée de 6. C'est un peu comme la conjugaison pour le corps des nombres complexes. Et en fait, dans ce cas-là, on peut dire que ça, c'est en fait la conjugaison pour A, en fait. OK. Donc, on va montrer que cette application sigma est un isomorphisme d'anneau. OK. Donc, pour montrer que c'est une application et un isomorphisme, donc il y a deux questions en fait. Premièrement, on doit montrer que cette application est bien un morphisme. Et après, c'est un morphisme bijectif, et donc ça, c'est un isomorphisme. Et donc, si on voit une question comme ça contient toujours deux questions. Si on demande, par exemple, montrer qu'un morphisme est un isomorphisme, et donc ça, il y a juste une question, parce que ça suppose déjà donc il y a un présupposé que ça, c'est déjà un morphisme. Mais ici, dans cet exercice, sigma, c'est juste défini comme une application. Et donc, pour montrer qu'une application est un isomorphisme, en fait, il y a deux questions. D'abord, montrer que ça soit vraiment un morphisme, et après, ça, c'est un morphisme bijectif. OK, donc, comment on va montrer que ça, c'est d'abord un morphisme? OK. Premièrement, on va montrer que sigma est bien un morphisme. OK. En fait, d'abord, pourquoi on a le droit de définir une application comme ça? C'est essentiellement parce que l'écriture est unique. Okay, donc, cette application est bien définie. C'est-à-dire que parce que tout élément dans A s'écrit d'une manière unique comme ça, et donc, si on choisit un élément, donc il y a une unique écriture qui associe, c'est comme ça, et donc on peut juste définir un autre élément à partir de cette écriture particulière. OK. Donc d'abord,
Sigma est bien défini. Parce que l'écriture est unique. Et après, on va montrer que sigma est un morphisme d'anneau. OK, donc je vous rappelle qu'un morphisme d'anneau, par définition, il y a 3 conditions à satisfaire. Premièrement, ça, c'est un morphisme de groupe, c'est-à-dire qu'on va vérifier pour 2 éléments quelconques dans A, par exemple X et Y dans A. On a 3 choses à vérifier. Premièrement, ça, c'est un morphisme de groupe. Parce qu'un anneau, c'est d'abord un groupe abélien. Donc, la structure de groupe, c'est l'addition. Donc, on doit montrer que cette application commute avec l'addition. C'est-à-dire qu'on peut faire les 2 opérations dans ces 2 ordres et ça me donne le même résultat. On peut d'abord faire l'addition et après cette application sigma, ou d'abord cette application sigma et après l'addition. Ça me donne le même résultat et ça, c'est la définition d'un morphisme de groupe. Et donc, premièrement, on va montrer que sigma donne bien un morphisme de groupe pour cet anneau vu comme un groupe abélien. Et après, sigma doit commuter avec la multiplication aussi. Donc, c'est presque la même formule avec l'addition remplacée par la multiplication. Et après, parce que les anneaux en question sont toujours des anneaux unitaires, et donc on a bien une condition spéciale qu'on doit toujours satisfaire, c'est que l'unité est toujours conservée. C'est-à-dire que sigma de 1A, ou 1A, c'est juste l'unité de cet anneau est toujours, est toujours égal à 1A. OK. Donc, ça, c'est les 3 conditions à vérifier. Donc, on va faire ça. Donc, ici, X et Y sont toujours de cette forme A plus B à la racine carrée de 6. Et donc, par exemple, on peut écrire X comme, par exemple, A plus B à la racine carrée de 6 et Y comme A' plus B' à la racine carrée de 6. Et donc, la première chose à vérifier, c'est juste formel, c'est que si on ajoute ces 2 éléments et après, on change ce signe plus en moins, mais ça, c'est pareil. Si on change d'abord ce signe plus en moins et après, on fait l'addition. Donc, ça, c'est facile à vérifier. Et la deuxième chose aussi, c'est facile, parce que ça, je crois, c'est juste dans notre question de CC9, je crois, ou CC8, je ne me souviens plus, parce que dans cette question, je vous ai demandé de vérifier que la conjugaison pour les nombres complexes donne bien un morphisme. En fait, c'est exactement ça, parce que dans ce cas-là, je vous ai demandé de vérifier pour la multiplication, la conjugaison donne un morphisme. Et dans ce cas-là, c'est exactement la même chose, sauf qu'on remplace la racine carrée de moins 1 par la racine carrée de 6. Parce que le corps de nombre complexe, c'est quoi? C'est juste R ajouter la racine carrée de moins 1. OK. Donc, on note par I, mais dans notre tête, ça c'est juste la racine carrée de moins 1. Et donc, dans ce cas-là, c'est la racine carrée de 6. Et donc, formellement, ça donne juste le même résultat en remplaçant moins 1 par 6. OK. Donc, 2. Ça, c'est facile aussi. En fait, pour les calculs concrets, c'est vraiment facile. Ce qui est important pour cet exercice, c'est vraiment de savoir quelles conditions qu'on doit vérifier. C'est que si on est demandé à, par exemple, montrer que ça me donne un isomorphisme d'anneau ou ça me donne un morphisme d'anneau, quelles sont les conditions qu'on doit faire pour répondre à cette question? Ça, c'est l'essentiel. Mais pour les calculs, ça, c'est facile. Okay. Et la troisième chose, c'est trivial ou quoi? Parce que 1, dans cet anneau, c'est quoi? C'est juste 1 plus 0 fois la racine carrée de 6, qui est juste 1 classique dans Q.
Et après, bien sûr, avec cette définition de cette application, ça me donne aussi 1. OK. Donc, pour les calculs de ces 3 conditions, c'est très facile à vérifier, mais ce qui est important, c'est de savoir quelles sont les conditions qu'on doit vérifier pour montrer qu'une application est bien un morphisme. OK, très bien. Et donc ça, c'est la première question qu'on a répondu à cet exercice, c'est que ça, c'est bien un morphisme. Et après, on doit montrer que ça, c'est bien un morphisme bijectif. OK. Donc, il faut trouver un inverse pour cette application qui peut me donner un candidat naturel comme inverse. Pour cette sigma. On peut le comparer juste comme on peut le comparer à la conjugaison des nombres complexes, par exemple. Si on regarde la conjugaison pour les nombres complexes, ça, c'est bien un isomorphisme. Son inverse, c'est quoi? C'est lui-même. OK. Pourquoi? Parce que, par exemple, on a d'abord A plus B, la racine carrée de 6, et on applique sigma, ça me donne A moins B, la racine carrée de 6. Et si on applique encore une fois sigma, ça me donne A plus B, la racine carrée de 6. Et donc, la composée de sigma avec sigma lui-même donne l'identité sur A. OK. Donc, ça montre bien que sigma est à la fois un inverse à droite et un inverse à gauche pour cette application sigma. Donc, ça, c'est bien un inverse pour cette application. Donc, on a trouvé un inverse et ça montre que sigma est un morphisme bijectif. OK. Donc, on peut conclure que sigma est un isomorphisme d'Anneau. OK. OK, très bien. Et donc, on peut voir qu'en fait, c'est vraiment comme pour les nombres complexes. C'est juste qu'ici, on remplace la racine carrée de moins 1 par la racine carrée de 6. OK. La quatrième question, décrire tous les morphismes d'Anneau de A dans C, où C est le corps des nombres complexes. OK. Et donc, très bien. C'est un peu comme l'exercice que vous venez de faire dans le CC, d'écrire tous les morphismes d'un nom. Et parce que je crois que j'ai déjà mentionné plusieurs fois que pour déterminer un morphisme d'un nom, il y a beaucoup de restrictions. Donc, en gros, il n'y a pas beaucoup de choix. Donc, la différence la plus grande par rapport au morphisme de groupe, c'est qu'on a une restriction pour l'image de l'unité. OK, parce qu'on doit toujours satisfaire, par exemple, si on suppose qu'on a F qui est de A dans C, ça, on voit toujours 1 qui est l'unité dans A à 1 dans C aussi. OK. Et après, et donc ça, on voit aussi moins 1 à moins 1, parce que F est un morphisme de groupe, et le morphisme de groupe préserve les inverses. OK. Donc, moins 1, c'est l'inverse de 1 pour la structure d'addition. OK. Et après, si on fait n fois l'addition de cet élément 1, et ça nous donne n fois l'image de 1, qui est aussi n. OK. Parce que f commute avec l'addition. OK. Donc, si on fait n fois l'addition de cet élément, et après, on applique f. Donc, c'est pareil de faire d'abord cette application f, et après, on fait l'addition. OK. Je crois que j'ai déjà écrit cette formule plusieurs fois. Et donc, ça nous montre que pour tous les nombres entiers dans A, leurs images sont déjà déterminées. OK.
Et après, maintenant, on veut définir les images pour les nombres rationnels dans A. En fait, on a aussi déjà traité cette question, je crois, parce que F, c'est un morphisme d'anneau, et on a montré qu'un élément inversible a toujours pour image un élément inversible aussi. Ça, c'est parce qu'on a f de x, y égale à f de x fois f de y. Donc, si on a un élément qui est inversible, c'est-à-dire qu'il existe A inverse, peut-être que A fois A inverse est égal à A inverse fois A égale à l'unité. Et donc, on applique F, on obtient une égalité qui définit l'inverse de F de A. OK? Donc, ça montre que, en fait, toutes les images de nombres rationnels dans A sont aussi déterminées. C'est-à-dire qu'en fait, on peut dire que si on regarde la restriction de F sur les nombres rationnels dans A, ça, c'est juste l'identité. C'est-à-dire que ça ne change pas du tout les éléments qui sont rationnels dans A. OK. Mais maintenant, on a un élément quelconque qui s'écrit de... Peut-être ce n'est pas une bonne idée de toujours utiliser A et B. OK. Parce que ici, peut-être M et K. Okay. Où M et K sont deux nombres entier. Et M sur K, c'est un nombre rationnel. Et maintenant, on veut savoir l'image de A plus B, la racine carrée de 6. OK, ça, a priori, pas nécessairement l'identité. C'est-à-dire que ça peut avoir d'autres images, mais ça doit satisfaire quand même des conditions. OK. Mais d'abord, pour un élément quelconque, d'abord, parce que F, c'est un morphisme d'anneau, donc ça commute avec l'addition et la multiplication. Donc, ça nous donne ça. Mais on sait déjà que F de A est égal à A et F de B est égal à B parce que A et B sont rationnels. Et donc, en fait, pour répondre à la question, il faut juste déterminer l'image de la racine carrée de 6. En fait, c'est un peu comme l'exercice 7 où on doit déterminer tous les morphismes d'anneau de Z, crochet X, donc l'anneau de polynôme. Et donc, dans ce cas, il faut juste déterminer l'image de X, où X, c'est une variable indéterminée. OK, mais ici, on a la racine carrée de 6. Donc, il faut déterminer f de la racine carrée de 6. Est-ce que dans ce cas-là, on peut juste choisir un élément quelconque comme l'image de f de la racine carrée de 6? La réponse, c'est non. En fait, donc ça, c'est la différence. Oh non, ok, pardon. Ça, c'est la différence parce que dans le cas où x, c'est une variable indéterminée, donc il n'y a pas de condition supposée sur x, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'égalité que x doit satisfaire. Mais dans ce cas-là, oui, parce qu'il y a une égalité évidente, c'est que par la définition de ce symbole, la racine carrée de 6 veut dire quoi? Veut dire que ça, c'est juste un nombre quelconque. Peut-être que si on prend la carré, ça, c'est égal à 6. OK. Donc, ça, c'est la relation qu'on doit respecter et on applique F à cette égalité, à cette relation. Ça nous donne F de la racine carrée de 6 au carré est égal à 6. OK. Mais il y a combien de solutions pour cette équation? Cette équation, c'est quoi? C'est x au carré égale à 6. Donc, il y a bien deux solutions. Donc, f de la racine carrée de 6 est égal à la racine carrée de 6 ou moins la racine carrée de 6. Donc, on n'a que deux choix pour l'image de pour l'image de la racine carrée de 6 sous cette application f. OK. Mais si, par exemple, si f de la racine carrée de 6 est juste égal à la racine carrée de 6, donc ça, c'est l'identité, c'est-à-dire que a plus b
La racine carrée de 6, c'est juste envoyé à lui-même. Donc ça, c'est l'identité. L'identité, c'est toujours un morphisme d'anneau, et donc il n'y a rien à vérifier. Donc ça, c'est un morphisme trivial, on peut dire. Et après, on a un autre candidat. Peut-être que la racine carrée de 6 a pour image moins la racine carrée de 6. Et donc, avec cette formule, l'image de a plus b fois la racine carrée de 6 est a moins b la racine carrée de 6. Parce que f de la racine carrée de 6 est égal à moins la racine carrée de 6. Et dans ce cas-là, ça, c'est l'application sigma, qu'on a déjà vu dans la question précédente. Et on a montré que sigma est bien un morphisme. Donc, en fait, il y a juste deux morphismes d'anneau de A dans C. OK, donc on peut dire que l'ensemble de morphismes d'anneau de A dans C, c'est juste un ensemble de deux éléments. L'identité est sigma. OK, très bien. Et la dernière question, il faut montrer que A est un corps. Un corps, c'est un anneau commutatif, tel que tous les éléments non nuls sont inversibles. OK, donc d'abord, il faut que cet anneau soit commutatif, c'est-à-dire que pour la multiplication, A fois B est toujours égal à B fois A. Et après, on doit montrer que pour tous les éléments non nuls, donc c'est A privé de 0, et on peut toujours trouver un inverse pour la multiplication. OK, donc, c'est-à-dire que si, par exemple, A plus B, à racine carrée de 6, est différent de 0, on doit trouver un inverse dans A. OK. Mais en fait, on sait déjà que A est un sous-anneau de R, mais dans R, on a bien un inverse pour cet élément, pour la multiplication. C'est quoi? C'est juste 1 sur A plus B à la racine carrée de 6. Maintenant, le problème, c'est juste qu'on ne sait pas encore si cet élément est bien dans A. Puisque dans A, tous les éléments sont de cette forme. Mais a priori, ça c'est pas de cette forme. Et donc, il faut montrer qu'en fait, cet élément dans R est effectivement dans A aussi. C'est-à-dire qu'on peut trouver une écriture comme ça. On doit trouver A' et B', c'est que ce truc est égal à A' plus B', la racine carrée de 6. Okay. Mais en fait, ça, c'est facile, puisque on peut multiplier les numérateurs et dénominateurs en même temps par son conjugué. C'est pour ça que cette application de conjugaison est très importante, parce que si on a un élément et on prend le produit de cet élément avec son conjugué, on obtient un élément dans Q. OK. Donc ça nous donne A au carré moins 6 fois B au carré. Et après, c'est A moins B, la racine carrée de 6. Pourquoi cet élément est bien dans A? Parce que ça, c'est un élément rationnel. Donc aussi, ça. Donc en fait, maintenant, cet élément est sous cette forme. Ces deux trucs sont rationnels, et donc par la définition de A, ça c'est bien dans A. Et ça c'est un inverse, et donc on a montré que pour tous les éléments non nuls dans A, on a bien son inverse. On peut bien trouver son inverse dans A. OK. Donc ça c'est pour cet exercice 11. Est-ce qu'il y a encore des questions? Donc en gros, ce qu'il faut retenir, c'est la définition, ce qui veut dire
si on dit qu'un morphisme a une application, un morphisme d'anneau, et donc il y a trois choses à vérifier. Et qu'est-ce qu'on veut dire si on dit qu'un anneau est un corps? Et donc c'est vraiment les définitions, je crois. Parce que si on connaît toutes les définitions, pour les calculs et les vérifications, ce ne sont pas trop difficiles. OK. OK, très bien. Je vous laisse le temps à encore réfléchir sur cette question, sur cet exercice, pour voir s'il y a encore des points pas très clairs. Mais pour ceux qui ont déjà fini cet exercice, vous pouvez continuer à regarder l'exercice 8 de la feuille suivante, la feuille 7. OK? Parce que c'est à peu près sur le même terme. OK? En fait, on va voir que cet anneau, on a une autre description. Dans cet exercice 11, on a défini cet anneau comme un sous-anneau de R. C'est-à-dire que la racine carrée de 6 a un sens parce que ça, c'est juste un élément dans R. Donc, on sait déjà, a priori, la définition de la racine carrée de 6. Mais dans l'exercice 8, et donc ça c'est plutôt avec une définition plus intrinsèque, c'est-à-dire que c'est juste sur la structure de Q. Et donc, il n'y a pas l'anneau des nombres réels définis, donc on n'en sait rien de R. Donc, la racine carrée de 6 n'est pas encore définie, mais comment on peut quand même décrire cet anneau? Okay. Donc, ça, c'est l'exercice 8 de la feuille 7. On va montrer qu'en fait, cet anneau Q plus Q, ajouter la racine carrée de 6, est isomorphe à l'anneau quotient de l'anneau de polynôme Q crochet X sur l'idéal engendré par le polynôme x au carré moins 6. Okay. J'ai utilisé ce symbole, ça veut dire juste que ça c'est un isomorphisme. Okay. Ok, je vous laisse quelques minutes à réfléchir sur cet exercice. Donc, juste une indication. Dans le cas pour les groupes, pour montrer des isomorphismes, donc soit on peut définir une application explicite et après on vérifie que ça c'est bien un morphisme et après un morphisme bijectif et donc ça c'est un isomorphisme. Mais après on a aussi un outil qui peut générer systématiquement beaucoup de morphismes. Ça c'est le théorème d'homomorphisme. Le théorème d'homomorphisme c'est vrai aussi pour les anneaux, c'est-à-dire qu'on on a déjà défini les notions d'idéaux et les idéaux correspondent précisément au noyau des applications. OK, donc en fait, on a le théorème d'homomorphisme qui dit que si on a une application entre deux anneaux, par exemple B et B', on a un isomorphisme d'anneaux entre P quotienté par le noyau de F et l'image de F. Okay. Donc, l'image de F, c'est un sous-anneau de B'. Et le noyau de F, c'est un idéal de B. OK. Donc, pour la notion de idéal, c'est la notion avec laquelle on peut faire les anneaux quotients. Okay. Donc, quand on voit des isomorphismes de cette forme entre un anneau quotient et un autre anneau, donc c'est bien possible qu'on doit appliquer ce théorème d'homomorphisme, parce que ça me donne bien
un isomorphisme de cette forme avec un côté un quotient et l'autre côté un truc qui est l'image de cette application. Okay. Donc, notre but, c'est de construire un morphisme entre, par exemple, Q crochet X et A, peut-être que l'image de cette application est égale à A, et le cœur, le noyau de ce morphisme d'anneau est égal à l'idéal engendré par X au carré moins 6. Okay. Donc, je donne un temps à trouver cette application. Est-ce que quelqu'un a déjà trouvé cette application? Donc, on veut définir un f de Q crochet X dans A, où A est juste l'anneau Q plus Q, la reste égale de 6, tel que l'image de f est égale à A. Donc, c'est-à-dire que f est surjectif. Et que le noyau de f est égal à l'idéal engendré par x au carré moins 6. Donc, quel est le candidat naturel pour ce morphisme? En fait, on a déjà vu que pour définir un morphisme d'anneau qui va de l'anneau de polynôme, par exemple de cette forme, Q crochet de X, il faut juste déterminer l'image de X. Parce que pour les éléments rationnels Q, leurs images sont automatiquement déterminées. Parce qu'on a déjà vu que f de Q est toujours égal à Q, f est, ou plus précisément, plus précisément, sur Q, si on restreint f sur Q, ça c'est l'identité sur Q. C'est-à-dire que pour un nombre rationnel, A, par exemple, f de A est toujours égal à A, donc il n'y a rien d'intéressant. Donc, ce qu'il faut définir, c'est juste l'image de X. Et après, par la définition d'un morphisme d'anneau, tous les images des autres éléments sont déterminées, parce que on peut développer un élément quelconque qui est juste un polynôme, et on applique f, et on voit que, parce que f commute avec l'addition et la multiplication, une fois on connaît l'image de x, qui est cette variable indéterminée, on connaît les images de tout. Ok, très bien. Donc, il faut trouver une image de x dans A. Mais quel élément est spécial dans cet anneau A? Parce qu'on sait déjà que pour tous les éléments dans Q, ils sont les images de Q ici. Donc, bien sûr, l'élément spécial, c'est la racine carrée de 6. Donc, un choix naturel pour cette application F, c'est qu'on envoie un élément dans Q crochet X, donc c'est un polynôme qu'on note par G de X. Ok. Donc G de X, c'est juste un polynôme. A
g de la racine carrée de 6. Donc ça, on appelle ça l'application de évaluation en la racine carrée de 6. Mais concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on remplace juste toutes les variables x par la racine carrée de 6. Parce que ici, g de x, c'est un polynôme. Et donc, précisément, ça, c'est une combinaison linéaire de toutes les puissances de x. Donc, disons par exemple an fois x puissance n plus an-1 fois x n puissance nx puissance n-1 jusqu'à a0. Et on remplace tous les x par la racine carrée de 6. Ça, on appelle ça la évaluation en la racine carrée de 6. OK. Pourquoi? Parce que géométriquement, on peut imaginer que ça, ce polynôme, donc on peut le dessiner sur un plan de cette forme. Donc, l'évaluation en ce point, c'est quoi? Donc, on a la racine carrée de 6 et on regarde l'intersection du graphique de ce polynôme avec la droite en ce point-là. OK. Donc, pour un polynôme quelconque, on a toujours une évaluation sur cette droite. OK. Donc, ça, c'est l'interprétation géométrique. Et donc, en gros, on a un morphisme bien défini. Pourquoi? Parce qu'on a déjà vu dans l'exercice qu'on a vu lundi, oh non, jeudi dernier, que pour déterminer un morphisme de Q de X dans un anneau quelconque, il faut juste déterminer l'image de X. Et ce choix est arbitraire, c'est-à-dire que tous les choix sont possibles, parce qu'il n'y a pas de restriction sur X. Donc, bien sûr, on peut juste remplacer X par la racine carrée de 6. Et ça nous permet de définir un morphisme. Un morphisme. Et donc, le but maintenant, c'est de montrer ces deux propriétés. Si on peut montrer ces deux propriétés par le théorème d'homomorphisme, on obtient un isomorphisme de ces deux anneaux. OK. Donc, première chose à montrer, c'est que l'image de f est bien égale à A. Ça, je crois, ça c'est même évident, parce que c'est-à-dire que pour un élément quelconque dans A, qui est sous cette forme, A plus B la racine carrée de B, on doit trouver un polynôme, peut-être que son image en la racine carrée de 6 est égale à ce truc. Mais c'est facile, on peut juste trouver un polynôme linéaire, c'est-à-dire un polynôme de degré 1, qui est de cette forme, A plus B, X. Okay, ça, c'est bien un polynôme de degré 1. Et son image sous cette application f est bien A plus B la racine carrée de 6, parce qu'on remplace x par la racine carrée de 6. Et donc, pour un élément quelconque dans A, on peut trouver un antécédent dans Q crochet X. Donc, ça montre que f est surjective. Donc, maintenant, la question subtile, c'est de montrer que le noyau de f est égal à l'idéal engendré par x au carré moins 6. OK, donc l'idéal, donc le quart de f, par la définition, c'est quoi? C'est d'abord, ça c'est un ensemble, c'est l'ensemble d'éléments dans cet anneau Q crochet X, tel que son image sous f, donc c'est G évalué en la racine carrée de 6 est égal à 0. OK. Donc, par la définition, un noyau d'une application,
un noyau d'amorphisme, parce que pour une application, on n'a pas de définition pour un noyau, parce qu'il faut vraiment cet élément particulier pour pouvoir définir un noyau. Donc, un noyau pour F, c'est l'ensemble de éléments qui ont pour image 0. OK? Et après, en fait, sur cet ensemble, on a bien sûr les deux opérations d'anneau. Et ça, c'est un idéal. On peut toujours montrer qu'un noyau d'amorphisme d'anneau, c'est un idéal, c'est-à-dire que ça absorbe, c'est d'abord un sous-groupe et ça absorbe tous les multiples. C'est-à-dire que ça, c'est d'abord un sous-groupe de cet anneau. Et même plus, si on multiplie un élément dans ce sous-groupe par un élément quelconque, dans l'anneau total, on obtient toujours un élément qui engorge dans ce sous-groupe. Donc, c'est pour ça qu'on dit que ouais, ce sous-groupe absorbe tous les multiples. Et donc, ça, c'est la définition pour un idéal. En fait, ouais, je crois dans le polycopier, on a déjà des démonstrations pour montrer qu'un un noyau, c'est toujours un idéal. Donc, maintenant, le but, c'est de montrer que le cœur de F, le noyau de F, est égal à l'idéal engendré par x au carré moins 6. Okay. Mais x au carré moins 6, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est juste tous les éléments de cette forme dans Q crochet X. Quand on dit un blabla engendré par blabla, donc c'est le plus petit blabla qui contient cet élément ou cet ensemble. OK, donc maintenant, on a un élément dans Q crochet X qui est X au carré moins 6. Donc, l'idéal engendré par cet élément, c'est l'idéal le plus petit qui contient cet élément. Qui contient cet élément. OK, donc d'abord, ça doit être un sous-groupe, et après, ça absorbe tous les multiples. Et donc, tout simplement, ça doit contenir, donc l'idéal le plus petit qui contient cet élément doit aussi contenir tous les multiples de cet élément. Et donc, au moins, on doit avoir tous ces éléments. Et si, avec tous ces éléments, est-ce que ça forme déjà un sous-groupe? La réponse c'est oui, parce que si on prend la somme de deux éléments de cette forme, ça me donne encore un autre élément de cette forme. Et donc, ça, c'est bien un idéal. Et c'est l'idéal le plus petit qui contient cet élément. Donc, on dit que ça, c'est l'idéal engendré par cet élément. Donc, en gros, donc concrètement, niveau ensemble, ça c'est juste tous les multiples de cet élément. OK. Donc maintenant, on veut montrer que en fait, le cœur de F est égal à cet idéal. Donc, on va montrer, donc il y a niveau ensemble, il y a deux sens de apparition. Donc, on peut d'abord montrer que le cas de F appartient à cet idéal, et après, on peut montrer que cet idéal appartient à cœur de F. OK. Donc, pour ce sens, c'est-à-dire qu'on va montrer que le cœur de F appartient à cet idéal. Okay. C'est-à-dire que si on a G tel que G de la racine carrée de 6 est égal à 0, en fait, G est de cette forme. Donc, ça, c'est ce qu'il montrait pour ce sens. Et après, pour l'autre sens, c'est que si on a un multiple, OK, peut-être c'est plus facile de montrer d'abord l'autre sens. C'est-à-dire que si on a un élément de cette forme, ça, c'est bien dans cœur de F. Pourquoi? Parce que par la définition, un élément est dans le noyau de F si et seulement si son évaluation en la racine carrée de 6 est égale à 0. Mais
l'évaluation de cet élément, c'est quoi? C'est on remplace x par la racine carrée de 6, et après on remplace tous les x dans g' aussi par la racine carrée de 6. Mais parce que ce truc est déjà égal à 0, et donc ça nous donne 0. Et donc pour ce sens, la démonstration est facile, c'est-à-dire que cet idéal est contenu dans le noyau de f. Mais ce qui est un peu plus difficile, c'est l'autre sens. C'est que comment on peut montrer que si on a g de la racine carrée de 6 égale à 0, on doit avoir que g est en fait un multiple de ce polynôme. Okay. Ça, c'est la question à considérer maintenant. Il y a des idées? En fait, comment interpréter ce fait? En fait, on a aussi d'autres descriptions. En fait, dans ce cas, on dit que G a une racine qui est la racine carrée de 6. Okay. Une racine de G, c'est juste un élément ou un nombre. Okay. Dans le cas concret, c'est que G de cet élément est égal à 0. Okay. Et ça, c'est équivalent à dire que si on regarde dans par exemple R crochet X, donc avec des coefficients un peu plus généraux, ça veut dire que si on factorise G avec des coefficients dans R, X moins la racine carrée de 6 est un facteur. Okay. Parce que la racine carrée de 6 n'est pas un élément dans Q, mais c'est un élément dans R. Donc, si on considère G comme un polynôme avec des coefficients réels, ça a une factorisation. Et la racine carrée de 6, c'est une racine. Ça veut dire que, en fait, ça c'est équivalent à dire qu'on a un facteur linéaire qui est x moins la racine carrée de 6. OK, donc ça c'est une autre interprétation pour ce fait. Mais maintenant, ça c'est pas suffisant parce que ce qu'on veut montrer, c'est que en fait, G n'est pas seulement divisible par x moins la racine carrée de 6, mais ça, c'est divisible par x au carré moins 6. Mais x au carré, si on factorise x au carré dans R, ça donne quoi? Ça donne x moins la racine carrée de 6 et x plus la racine carrée de 6. Donc, c'est-à-dire que le but, c'est de montrer que, en fait, ça nous donne aussi une racine de G. C'est-à-dire que si on a une racine de G qui est la racine carrée de 6, on doit aussi avoir moins la racine carrée de 6 qui est une autre racine de G. OK. Donc, avec cette description, ça devient une question de déterminer les racines de G. OK. Ce qu'on sait, c'est que dans R, si on factorise G dans R, ça, c'est un facteur linéaire de G. Mais on veut montrer qu'on peut aussi trouver un autre facteur linéaire qui est le conjugué de ce facteur. Comment montrer ça?
OK. Par exemple, on écrit g de x sous cette écriture générale. Donc, g de la racine carrée de x est égal à ça. Mais en fait, on voit que parmi tous ces termes-là, il y a des termes qui sont bien des nombres rationnels, donc c'est les termes où les puissances sont paires. Mais pour les autres termes où les puissances sont impaires, ça, c'est un multiple de racine carrée de 6 par un nombre rationnel. Parce qu'avant, on a déjà vu que les deux parties ne mélangent pas, c'est-à-dire que si on a une partie irrationnelle, ça reste toujours irrationnel avec les opérations rationnelles. Si une partie est toujours rationnelle, et avec toutes ces opérations, ça reste toujours rationnel. Et donc, c'est bien naturel de considérer les deux parties séparées. C'est-à-dire que j'ai de la racine carrée de 6. En fait, il y a deux parties. On veut aussi écrire certainement sous la forme a plus b à la racine carrée de 6. Donc, il faut séparer les deux parties, la partie rationnelle qui est a et aussi la partie qui est irrationnelle, qui est un multiple de la racine carrée de 6 par un élément rationnel. OK, donc ici, comment le séparer? Il faut juste regrouper d'abord tous les puissances paires. Et tous les puissances impaires. OK. OK, très bien. Et maintenant, ce qu'on veut montrer, c'est que g de moins la racine carrée de 6 est aussi égal à 0. OK. En fait, ça, avec cette séparation, pourquoi on veut séparer les deux termes? Parce que si cet élément est égal à 0, donc les deux parties rationnelles et irrationnelles doivent toujours respecter ces deux égalités en même temps. Okay. C'est-à-dire que si on a une égalité a plus b racine carrée de 6 égale à a' plus b' égale, fois la racine carrée de 6, ce qu'on a déjà montré, c'est qu'en fait, ça nous donne pas seulement une égalité, mais deux égalités. C'est-à-dire que cette écriture est unique, on doit avoir a égale à a' et b égale à b'. Donc, dans ce cas-là, on a bien séparé cet élément dans ces deux parties, rationnelles et irrationnelles. Mais ça, c'est égal à 0, donc ça veut dire que ces deux parties doivent être égaux à 0 tous les deux. OK. Donc, ça implique que ça, c'est égal à 0 et ça, c'est égal à 0 aussi. Okay. Parce qu'en gros, ça, c'est sous la forme a plus b fois la racine carrée de 6. Okay. Donc, ça doit être égal à 0 et ça doit être égal à 0 aussi. Et donc, si on applique G à son conjugué, cette partie devient quoi? Cette partie, c'est encore juste à lui-même, parce que ici, les puissances i sont paires, et donc pour tous les puissances paires, la racine carrée de 6 et moins la racine carrée de 6 donne la même chose. Mais pour ça, il y a un signe moins, ok? Parce que si la puissance est impaire, donc si on ajoute un moins ici, à la fin, on obtient un moins devant. OK. Donc, c'est juste le conjugué de cet élément. Okay.
En fait, c'est aussi à peu près comme dans le cas des nombres de nombres complexes. En fait, on voit que donc ça, c'est la conjugaison et cette application de conjugaison commute avec un polynôme quelconque. Okay. C'est-à-dire que c'est pareil d'abord prendre le conjugué et après appliquer G, ou d'abord appliquer G et après on prend son conjugué. OK. En fait, pourquoi les anneaux de polynômes sont intéressants? Parce que ça, c'est précisément toutes les opérations qu'on peut faire sur un anneau. Parce que sur un anneau, on a deux opérations, l'addition et la multiplication. Et donc, si on note juste par x une variable indéterminée, et après, on applique toutes ces opérations possibles, toutes les combinaisons de ces deux opérations, l'addition et la multiple, ça nous donne à la fin un polynôme. D'accord? OK? Et donc, après, avec cette application d'évaluation, ça veut dire quoi? Ça veut dire juste qu'on applique toutes ces procédures qu'on a regroupées dans ce polynôme à un élément concret. C'est-à-dire, par exemple, si on part d'un élément A et on veut d'abord faire des additions et des multiplications ou les deux mélangés, on peut toujours définir un polynôme tel que le résultat, c'est juste ce polynôme évalué en cet élément. OK. J'espère que ça, c'est pas trop compliqué, parce que c'est vraiment avec le langage abstrait. Pourquoi les polynômes sont intéressants? Parce que ça décrit juste les opérations des anneaux, donc l'addition et la multiplication. Et donc, dans ce cas-là, on peut bien imaginer que, en fait, ça, c'est juste les opérations d'anneaux pour moins 6. Donc, on a une série d'opérations et cette série, c'est juste donné par toutes ces opérations ici. Donc, il y a d'abord, par exemple, l'addition de A0 et après, il y a la multiplication de la racine égale de 6 par lui-même et aussi par ce coefficient, par exemple. OK. Mais sigma, qui est la conjugaison, qui est bien un morphisme, donc on sait que sigma commute avec toutes ces opérations. Donc, toutes ces opérations nous donnent le polynôme G, donc sigma commute avec G. Donc, c'est pour ça qu'on a ce résultat. Donc, dans ce cas-là, on a montré ça explicitement, mais si on veut savoir pourquoi, avec un niveau plus haut, plus abstrait, ça, c'est juste le fait que les opérations d'anneau commutent avec le morphisme d'anneau. OK. Donc, la conjugaison, c'est un morphisme d'anneau, et les opérations d'anneau nous donnent un polynôme. Et si on applique tout ça à cet élément, la racine de 6, ça nous donne les deux résultats respectivement. OK. Donc, à la fin, on obtient que ça, c'est égal à 0, puisque les deux termes sont égaux à 0 respectivement, et donc, bien sûr, à la fin, on obtient 0. Et donc, on a gagné, très bien. Donc, on a montré que, en fait, x plus la racine carrée de 6, c'est bien un facteur linéaire de g dans R. OK. Donc, g est bien divisible par ces deux facteurs. Okay. Donc, ça, c'est aussi une propriété importante pour ces anneaux de polynômes, par exemple R crochet X ou Q crochet X. Pour tous les anneaux de polynômes de cette forme, encore crochet une variable indéterminée X, on peut toujours faire l'algorithme d'Euclide et donc ça nous permet de définir, par exemple, la factorisation unique et donc c'est très bien. Donc, comme dans le cas pour les entiers, on peut tout faire, on peut juste vraiment utiliser le même langage, le même algorithme et les mêmes notions pour ça. Donc, on peut définir la factorisation, on peut définir des PGCD, PPCM et tout ça, et l'évaluation par rapport à un facteur premier. Et donc, ici, dans ce cas, si on factorise G, donc on a bien le droit de faire la factorisation, puisque ça, c'est bien un anneau
euclidien. Donc, peut-être je vais faire un résumé sur toutes ces notions-là la prochaine fois, parce qu'on a bien un anneau euclidien, donc c'est un anneau sur lequel on peut faire l'algorithme d'Euclide, et ça implique que tous les idéaux sont principaux. Donc ça, c'est un anneau. Tous les idéaux sont principaux, et donc ça, c'est un anneau principal. Et ça implique qu'on peut avoir une factorisation unique. Et ça s'appelle un anneau factoriel. Okay. Donc un anneau euclidien implique anneau principal, et ça implique anneau factoriel. Et donc en gros, dans ce cas-là, on a un anneau factoriel, et donc on peut bien factoriser un polynôme en des facteurs irréductibles. Et cette factorisation est unique. Donc, dans R, on a cette factorisation dont on peut trouver deux facteurs linéaires. Mais dans Q, parce que si on prend le produit de ces deux facteurs linéaires, ça me donne un facteur qui est dans Q. Donc, X au carré moins 6 divise G dans Q. Crochet X. Ok, donc on a gagné, donc on a montré que G est un multiple de X au carré moins 6. Donc G est dans le idéal engendré par X au carré moins 6. Okay. Okay. Pourquoi on a cette application? C'est vraiment en raison de la factorisation unique. Okay. C'est-à-dire que déjà, ça, c'est un diviseur de G dans R de X. Mais ça, c'est aussi bien un diviseur. Ça c'est bien un élément dans Q crochet X. Et donc, si on factorise G, donc on a bien une factorisation comme ça dans Q crochet X, mais tous ces éléments sont aussi dans R crochet X. Donc, à partir d'une factorisation ici ou ici, on peut toujours déduire l'autre, parce que la factorisation est unique. Ok. C'est vraiment par l'unicité de la factorisation. Ok, très bien. Est-ce que vous avez encore des questions? Ok, je vois, il y a une question dans le chat. Okay. Oh, c'est plutôt une question générale. Je vais répondre plus tard. Mais pour cet exercice, est-ce qu'il y a des questions qui concernent précisément cet exercice? Ok. Et donc, encore une fois, cette implication, c'est vraiment essentiellement parce qu'on a la factorisation unique dans R crochet X et Q crochet X. Donc, si on a une factorisation dans l'un des deux anneaux, on peut aussi le factoriser encore ou le prendre dans l'autre. OK. Donc, à la fin, on a montré quoi? On a montré que Q plus Q la racine carrée de 6 est isomorphe à Q crochet X quotienté par l'idéal engendré par X au carré moins 6. Okay. Et ça, c'est très intéressant parce que ça nous permet de généraliser ce type d'anneau. Okay. Parce que pour définir cet anneau, il faut déjà comprendre ce qui signifie la racine carrée de 6. Et donc, il faut un anneau plus grand, par exemple R ou même C dans certains cas. Mais dans ce cas-là, ça nous donne une construction à partir de 0, c'est-à-dire qu'on connaît juste les éléments de Q, comment on peut rajouter des éléments pour construire un anneau plus grand. En fait, ça, c'est exactement le processus qu'on a utilisé pour construire C, en fait. Okay. En fait, C, c'est quoi? C'est juste R crochet X quotienté par X au carré moins plus 1, pardon. C'est-à-dire que dans notre terre, on veut ajouter la racine carrée de moins 1
Mais pour l'instant, on sait pas du tout ce qu'il signifie la racine carrée de moins 1. On sait juste que c'est un élément qui satisfait cette relation telle que x au carré plus 1 est égal à 0. Donc, algébriquement et abstraitement, on peut juste définir C comme cet anneau. Et après, on peut montrer que ça, c'est un ensemble qui a des structures intéressantes. Et ça nous définit la structure complexe pour cet ensemble, qui est un corps. OK, très bien. Est-ce qu'il y a encore des questions? OK. Sinon, donc, une question de Arnaud. Est-ce que vous savez s'il y aura toujours une partie arithmétique à l'examen du... Oui, 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 bien sûr. Et en fait, ça, c'est même plus important que la partie algébrique. Cette année, contre l'examen n'est plus sur 2 heures, mais sur 1h30. Je me dis, un peu de temps, sans majorité que l'algèbre. C'est important. OK, pour la séance de jeudi, on va faire un petit résumé sur cette partie d'algèbre. Mais l'information, c'est toujours que c'est la partie arithmétique qui est plus importante, ok? C'est même à l'examen, parce que même si on a déjà vu la plupart avant le partiel, mais quand même, pour l'examen, c'est toujours la partie arithmétique qui est plus importante. Et aussi, pour résoudre des exercices dans la partie d'algèbre, on a encore toujours besoin des exemples concrets. Et ces exemples concrets viennent essentiellement de la partie d'arithmétique. Okay? Et aussi, parfois, on a des analogues entre les deux. Par exemple, le théorème chinois qu'on va voir jeudi pour les polynômes. En fait, ça c'est juste des analogues parfaits pour le théorème chinois, comme pour l'arithmétique. Et donc, comme ça, on peut aussi avoir une révision sur la partie arithmétique. OK, très bien. Est-ce qu'il y a encore des questions? Okay. Sinon, la prochaine fois, qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord traiter aussi quelques exercices de cette feuille. Et après, on va faire un petit résumé comme on a fait avant le partiel. OK. Et sinon, je vous souhaite une bonne révision et n'hésitez pas à m'écrire si vous avez d'autres questions. OK. Et enfin, on a terminé tous les contrôles et donc vous aurez bientôt vos notes pour les CC. OK. OK, très bien. Il y a encore d'autres questions? Sinon, à jeudi alors. Sera dur? Non, j'en sais rien. C'est votre prof d'amphi qui va qui va décider les sujets pour l'examen. Mais je crois que si vous avez bien compris tous les exercices de TD, il n'y aura pas trop de difficultés. Okay. Non, 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 bien sûr, non. Je n'ai pas encore vu le sujet. Okay. OK, sinon, au revoir tout le monde et bonne journée. Merci à vous aussi. À Au revoir. jeudi. Et merci, à jeudi, merci.